Alors le revenu universel, est-ce que je suis pour le revenu universel? Mais s'il y a une âme charitable et généreuse et suffisamment riche pour me verser un salaire à rien faire, alors qu'elle ne se prive pas, hein, elle trouvera mes coordonnées sur le site détendu. Mais plus sérieusement, non, je ne peux pas cautionner ce type de politique où on donnerait à chacun un minimum, parce que de toute façon, si chacun perçoit le même minimum au départ, ce minimum devra être appelé à augmenter forcément. Il est taxé avec la consommation, ça va. Ça paraît cohérent, puisque les gens ils vont le dépenser, l'argent, ils vont pas le garder. Mais il viendra d'où cet argent? De la taxe sur la consommation. Oui, et la taxe sur la consommation, elle sera payée comment? Vous voyez ce que je veux dire? Elle sera... Avec l'argent qu'on leur donne. Oui, mais cet argent, il faut bien qu'il provienne de quelque part. Ou alors, vous savez, ce que vous dites là, ça me rappelle, pour être un peu plus schématique, c'est tout simplement le principe de la planche à billets. Hein, on sort la planche à billets et tous les mois, chacun va chercher son petit tas. Oh, ouais, pourquoi pas. Et on rentre dans une société improductive où il faudra toujours donner plus pour qu'il y ait des riches et des pauvres, parce que c'est malheureusement aussi une nécessité des sociétés que d'avoir des gens plus riches et d'autres moins riches. Sauf si on considère que la monnaie n'est qu'une unité de mesure finalement. Effectivement, ça nécessite d'avoir le contrôle de sa monnaie, mais si dans le contrôle de sa monnaie, on contrôle sa monnaie et que la monnaie redevient une unité de mesure, c'est quand même réalisable, non? Ah là là, alors vous voyez, je vois là, si vous permettez, j'aimerais répondre à Grand Lutin à l'instant, qui disait que je n'ai aucune culture, a priori, à part ma culture de grand patron. Cher Grand Lutin, alors j'aimerais vous répondre. Culture capitaliste. Voilà. Alors j'ai une culture capitaliste. Alors je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, hein, n'hésitez pas à me mettre un message sur lestendu.fr ou à m'envoyer un email pour me raconter votre expérience. Si vous savez gagner de l'argent autrement que par le capital, je serais très heureux d'apprendre. Heureusement qu'il y a des capitalistes aussi, heureusement qu'il y a des gens qui, comme moi, ont mis suffisamment d'argent de côté pour pouvoir à un moment le mettre au service des autres. Mes salariés sont très heureux parce qu'eux-mêmes le disent, ils n'auraient pas monté de boîte. Donc s'il n'y avait pas des gens comme les capitalistes sur lesquels vous crachez actuellement, il n'y aurait pas de boîte tout simplement. Parce que contrairement à ce que vous pensez, vos impôts ne financent pas des entreprises. Dans l'administration, on n'a pas de logique d'entreprise. On a une logique de service qui est très bien aussi, cela dit, je ne veux pas cracher là-dessus, mais l'administration ne finance pas de l'emploi de qualité comme on le fait dans les entreprises privées grâce au capitalisme. Et capitaliste, c'est pas un gros mot que d'être capitaliste, c'est pas une insulte. Heureusement qu'il y a des capitalistes, sans quoi vous n'auriez probablement pas d'ordinateur pour me reprocher d'être un capitaliste. Mais je ne vous en veux pas. Non, mais ici, c'est vrai que le capitalisme n'a pas la cote. Hein. L'idée de M. Friot est plutôt sympathique. Le salaire à vie, comme cela, l'ouvrier, le salarié pourra accepter ou refuser les postes suivants, qui respectent la dignité, les conditions de travail, etc. Le pouvoir changerait de main et certains tiendraient un autre discours se rendant compte qu'en fait ce sont les petites mains qui détiennent la vraie richesse. Bah oui, parce que alors là-dessus je suis d'accord, je partage une partie de cette analyse. C'est un peu retirer justement on va dire l'esclavage du salaire et du travail, parce qu'en fait le salarié il est quand même soumis à la domination de son patron constamment à cause du salaire. Mais même s'il va travailler, il n'a pas le choix en fait. C'est un peu une forme d'esclavage consentant, mais puisqu'il faut bien qu'après il se nourrisse, qu'il paye évidemment ses factures, qu'il se loge, etc. Donc finalement, ce système en fait où on donne le salaire à la personne justement sans contrepartie, c'est une façon aussi de la rendre libre et de plus la servir au travail. C'est-à-dire finalement dans son travail, elle sera beaucoup plus libre aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas vouloir travailler. D'ailleurs, 80% des gens interrogés pensent qu'ils n'abandonneraient pas leur travail si on leur proposait un salaire. Alors, ils le pensent. Est-ce qu'ils le feraient réellement? Vous savez, on l'a dit tout à l'heure, il y a un écart entre la réalité et la pratique, entre la théorie et la pratique. 80% des gens pensent sûrement que gagner au loto ne changerait pas leur vie. Et pourtant, 80% commenceraient par partir si c'était le cas, s'ils gagnaient. Bon. Pour en finir avec ce travail, avec ce salaire minimum, en tout cas, ou ce revenu de base, juste je voudrais rebondir que, effectivement, l'or est au moins à 50% dans les mains des salariés. Et c'est pour ça que je souhaite les protéger et les associer à ce débat sur les charges sociales. Pour autant, on n'a rien donné aux patrons avant. On ne leur a pas donné les moyens de créer des entreprises. C'est ce fameux capitalisme sur lequel votre auditeur voulait m'interpeller tout à l'heure, qui a permis qu'il y ait des entreprises en France. Donc je ne vois pas pourquoi on donnerait à des salariés un revenu pour un travail qu'ils n'ont pas encore fourni. Oui, mais par exemple, est-ce qu'on pourrait pas, alors, au lieu de cette part patronale, on pourrait pas la reverser aux salariés aussi? Alors, mais je suis pour.
Ah mais je suis pour, ça fait partie des revendications. D'ailleurs, dans toutes les entreprises qui ont adhéré au tondu, souvent on trouvera une affiche, je rappelle cette affiche, on peut la trouver dans le kit du tondu débutant sur lestondu.fr. Cette affiche, c'est un engagement. Moi, je ne demande pas aux adhérents des tondus de nous verser une cotisation, de nous payer de l'argent je leur demande pas d'aller relever des défis insupportables. Je leur dis engagez-vous. Vous voulez qu'on baisse les charges, alors engagez-vous. Moi, je me suis engagé, j'ai fait mes comptes dans certaines de mes entreprises. Le jour où la part patronale, elle disparaît, j'augmente les salaires de 5 à 15% selon l'entreprise. Dans les entreprises récentes, c'est difficile parce qu'il faut de l'investissement, il faut de l'argent. Mais dans les entreprises comme mon établissement à Évreux, par exemple, il est payé depuis longtemps, il fonctionne bien, bon an, mal an, même si c'est pas, j'en serai jamais millionnaire grâce à lui. Il fonctionne bien. Je pense que si on supprimait la part patronale, j'aurais les moyens d'augmenter les salaires de 15% tout de suite. Et je m'y suis engagé devant les caméras de France Télévisions. Je me suis engagé, je l'ai acté, j'ai signé un document qui est collé sur ma vitrine. Donc de toute façon, j'aurais pas le choix que de le faire si ça arrivait. Parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, si cette part patronale, elle disparaît, c'est directement l'emploi et le salarié qui seront impactés. Et l'entreprise qui sera impactée. Et tout ça de manière positive. Donc oui, je suis pour le partage de cette part patronale en faveur du salarié et de l'entreprise. D'accord, bon ok, pas de souci. On va faire une pause, je crois que la régie elle est OP. Voilà, il y a Zach qui me dit pas, il esquive les questions qui fâchent, pas du tout. Alors, non, je sais pas s'il y avait des questions qui fâchaient, justement. Je pense avoir posé des questions qui fâchent, donc non. J'ai vu vite parce qu'on me pose très souvent la question dans la rue, mais quasiment une fois par jour maintenant. On me demande de m'expliquer une dernière fois sur ce qui s'est passé avec le Premier ministre. Oui, mais ça, on va en parler après. Alors, non, mais on en parlera là. Non, ça, on en parlera après. Bah oui, c'est prévu. Non, donc, on fait la pause et on revient juste après. Et avec les questions qui fâchent, mon cher Zach, pas de souci, à vous la régie. Voilà, donc de retour, toujours sur la libre antenne. Alors, voilà, on a entendu cet épisode qui a pas mal remué Internet, où on entend donc une dame qui est la directrice de cabinet de Jean-Marc Ayrault quand il était Premier ministre. Elle est l'assistante personnelle de Jean-Marc Ayrault, elle s'appelle Claire Vézande. Ouais. Et au moment où elle m'appelle, elle est le numéro 2 de Matignon. Rien ne passe ou rien ne se fait sans qu'elle soit au courant, sans qu'elle décide, sans qu'elle reporte au Premier ministre. Et ce jour-là, il faut quand même rappeler le contexte, parce que souvent maintenant les gens m'arrêtent dans la rue en me disant vous êtes très nerveux. Oui, très honnêtement, y a de quoi être nerveux dans ces cas-là. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que quelques mois, ou plutôt quelques semaines avant, Jean-Marc Ayrault m'avait promis de me recevoir, de recevoir Les Tondus, l'association Les Tondus, le 12 février, pour ce qu'il appelait les assises de la fiscalité des entreprises et des petites entreprises. Et donc, Matignon m'avait promis une place autour de cette réunion sur l'orientation de la fiscalité. Bon. Bref, le deal avec Jean-Marc Ayrault, avec le Premier ministre, c'était que les tondus devaient ne pas faire parler d'eux, devaient faire leur action comme d'habitude, mais ils ne devaient ne pas manifester, ne devaient pas appeler à la démission du chef de l'État, ne devaient pas défiler. Et j'avais donc accepté ce deal, même si on pourrait m'en faire le reproche maintenant. Des fois, on me dit « Ah, mais oui, tu étais prêt à copiner ». Oui, j'aurais été prêt à copiner, entre guillemets. Si ça fait avancer la cause des tondus, j'étais prêt à ça. C'est-à-dire, c'était venir s'asseoir à la table pour les négociations. Exactement. Et donc, j'étais prêt à cette négociation. J'étais prêt et j'ai joué le jeu d'ailleurs. Le chef de l'État, le chef du gouvernement, me demandait de suspendre mon action, ou en tout cas de ne pas l'amplifier. Tout le mois de décembre. Ils sont en panique quand même, je trouve. Mais ils sont en panique, c'est un petit peu normal. Je rappelle d'ailleurs, je le salue au passage, il y a mon ami David Van Nimmelrijk qui s'occupe du mouvement Hollande Démission, qui est quand même très très actif et qui a des moyens assez importants pour ça. Ouais. Il y a Jour de colère, Béatrice Bourges, il y a eu la manif pour tous. Il y a de quoi être en panique quand on est dans un gouvernement comme celui de Jean-Marc Ayrault à ce moment-là, avec tous ces mouvements qui s'agglomèrent les uns aux autres. Il y a eu les révoltés fiscaux, il y a eu... tout de octobre à décembre, la situation sociale en France, elle est quand même explosive. Et donc je comprends que le Premier ministre, à ce moment-là, est quand même un peu inquiet sur l'avenir du territoire. Il sent qu'il y a un moyen de discuter avec moi ou de négocier avec moi. Et donc on me propose ce deal. Le deal, c'est le suivant, c'est vous la coulée douce tout le mois de décembre, et au mois de février, vous serez autour de la table. Donc je reçois un petit carton, d'ailleurs, très officiellement, une invitation qui me dit que je serai invité au 12 février autour de la table Jean-Marc Ayrault pour les assises de la fiscalité, et j'accepte ce deal. D'accord. Le 25 ou le 26 janvier, dans la matinée, je reçois un coup de téléphone. D'abord, un premier coup de téléphone de Madame Vézande, qui me pose quelques questions. Je trouvais ça un peu suspect.
Mais la conversation ne va pas très très loin. Puis enfin, Jean-Marc Ayrault il prétend que se promenant dans Paris, parce que c'est bien connu, hein, je le disais tout à l'heure, le chef de l'État et le chef du gouvernement ont le temps de se promener dans Paris, aurait vu le logo des Tondus, de l'association que je représente, donc, sur des affiches de jours de colère. Et pour lui, je l'ai trahi. Et du seul fait de cette trahison, je ne peux plus venir autour de la table le 12 février. Donc je suis très choqué de ce discours, naturellement. Je rappelle à Jean-Marc Ayrault que c'est pas comme ça qu'on gère les affaires d'un pays. On n'est pas en maternelle. C'est pas parce que j'ai mis mon logo sur la concurrence, entre guillemets, que je peux plus venir à l'Élysée. D'autant plus, à Matignon, d'autant plus que d'abord le logo des Tondus, s'il était sur ces affiches-là, c'était sans mon accord particulièrement. On m'a pas posé la question, d'une part. Et même si c'était le cas, enfin, il y a quand même plus grave qu'un logo sur une affiche. Donc l'après-midi, je n'ai fait que relater ça sur mon site, sur le site lestendu.fr, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et puis quand on commençait à me presser de questions vers 16h, 17h pour savoir si oui ou non on allait finalement aller aux assises de la fiscalité organisée par le Premier ministre, j'ai fini par mettre le numéro de Madame Vézande, puisque c'était avec elle que j'avais traité, hein, je l'ai dit tout à l'heure, à cette époque-là, il y avait qu'elle, il fallait passer par elle, elle était la dernière étape avant le Saint Graal, et il n'y avait rien qui se fasse sans passer par Madame Vézande. Donc j'ai bêtement mis son numéro de portable et le numéro de son secrétariat. Alors après, là, ça a été le crime de lèse-majesté, comme si j'ai eu l'impression d'avoir mis le numéro de Barack Obama, hein, c'était pareil. Hein. Là, ça a été, j'ai eu tout de suite des coups de téléphone, la police, les RG, Madame Vézande qui m'appelle. Et je ne voulais pas lâcher l'affaire. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi mon crime? Mon crime, je raconte juste sur mon site que le Premier ministre, qui m'a fait une promesse, celle de venir à ma rencontre aux assises de la fiscalité, finalement remet cette promesse en cause, juste parce que je copine avec une association qui lui plaît pas, qui s'appelle Jour de colère. C'est juste ça mon crime. Je n'ai fait que raconter ça sur un site web en mettant un numéro de téléphone. Et ça a dégénéré clairement. Ça a dégénéré, Maître Martine Baheux m'en est témoin, Didier Fillon-Ducret m'en est témoin, Jean-Marc Guignard m'en est témoin. On a reçu, ça a été la flopée d'appels, j'ai eu les RG, j'ai eu la police devant ma porte qui m'empêchait de sortir ma voiture parce qu'ils avaient peur que j'aille à Jour de colère. Ah bon? Ah oui, oui. Ils ont envoyé la police physiquement pour... Le lendemain, c'était le dimanche 26 janvier, il y avait Jour de colère qui organisait sa manifestation à Paris. Ouais. Moi, j'étais à Poitiers. Je n'avais de toute façon pas prévu d'y aller puisque techniquement, enfin, pour des raisons d'emploi du temps, je ne pouvais pas y aller. Certains des adhérents des Tondus y étaient, sans représentation officielle, mais en même temps, je n'avais pas interdit qu'on y aille, hein, au contraire. Bon, mais j'avais pas, de toute façon, pas prévu d'y aller. Moi, j'étais à Poitiers. Mais la police craignait que j'aille à cette manifestation et donc est restée garée devant mon établissement de sorte que je n'ai pas pu sortir ma voiture avant 15h. Comme ça, ils étaient certains qu'en partant à 15h, je n'allais pas arriver à 17h à Paris, c'était pas possible. Et donc, jusqu'à 15h, la police devant mon établissement, le téléphone qui n'a pas arrêté de sonner, mais vraiment, j'ai vécu l'enfer. Et puis, certaines communications que je n'ai plus réussi à... Ah oui, puis plus d'internet aussi. J'étais à Poitiers et après cette conversation avec Mme Vézande, dans le quart d'heure qui a suivi, plus d'internet, plus de téléphone, jusqu'au lendemain matin. Donc, vraiment, j'ai vraiment vécu une situation que je n'ai pas compris. Et je me suis énervé, souvent on me demande pourquoi je me suis énervé comme ça. Donc le contexte, il est quand même le suivant, c'est que, je le rappelle aux auditeurs, hein, les Tondus, c'est d'abord une action bénévole de ma part, de tous ceux que je cite hein, régulièrement, Damien Cano-Gonzalez, Martin Lécole, Roland Terry à Lille, enfin j'en profite pour les citer parce qu'ils font beaucoup de travail avec moi. Mais tout ça, c'est une action bénévole. On a nos boîtes à faire tourner en même temps. Et ce jour-là, il se trouvait qu'on était fin janvier, j'apprenais que j'allais devoir liquider mon entreprise à Nevers, j'étais à Poitiers, j'étais fatigué, j'ai eu tout le travail des Tondus, en plus de mon travail habituel, et j'avais vraiment pas envie, j'étais pas dans une configuration où je pouvais me permettre de discutailler des petits points de détail comme un simple numéro de téléphone sur un site web. Et la bonne femme, elle m'appelle à 23h. Enfin, je veux dire, elle a eu toute la journée pour me dire enlevez-le. Même pas un coup de fil dans l'après-midi, rien. Oh si, il y a eu bien des gens qui m'ont dit on va prévenir la DST, j'ai dit oui c'est ça, et puis pourquoi pas les militaires aussi tant qu'on y est. Enfin, bon, puis ça s'est arrêté là. Et ce qui m'a halluciné, c'est pour ça que je me suis énervé à ce point, c'est que cette femme elle m'appelle à 23h15 alors qu'elle a eu que ça tout à faire toute la journée. Enfin, que ça non, mais en tout cas, elle aurait pu le faire dans la journée. Elle m'appelle, elle met des moyens hallucinants pour me menacer, alors que ces mêmes moyens, elle pourrait, si ça la gêne,
elle pourrait les mettre pour retirer cette page. Enfin, quand on est Premier ministre de la 5e puissance économique, je suppose qu'on a les moyens de faire retirer une page. Pour vous dire, il y a quelques jours, je subissais une désinformation ou une diffamation. Il m'a suffi de saisir le tribunal en référé et dans les jours qui ont suivi, les sites web qui étaient sujets à caution ont été retirés. Donc je ne comprends pas que le Premier ministre, qui a ces moyens-là, ne les utilise pas. Et il veut encore qu'on lui fasse confiance à ce moment-là. Et Madame Wezand, elle veut ça. Elle me dit, mais faites-nous confiance. Mais comment est-ce que je peux faire confiance? Ces gens, ils font du gâchis de moyens. Et là, elle me le prouve en faisant ça. En m'appelant à 23h15 plutôt que de supprimer ma page, puisque ça la dérange. Non, elle m'appelle. Et encore qu'elle me menace, j'ai même pas le choix. Or que je n'ai rien fait d'illégal. La preuve étant, c'est que je n'ai pas été poursuivi à l'heure actuelle. Aucune procédure à mon encontre n'a été initiée, ni par le Premier ministre, ni par cette dame. On a changé de Premier ministre entre-temps. Il s'est rien passé depuis. Enfin, donc c'était vraiment de la perte de temps et c'est pour ça que j'ai été vraiment énervé. Il y avait toute cette conjonction de choses, l'emploi du temps surchargé, la méthode quelque peu hallucinante. Et quand même, ils ont mobilisé des forces de police, c'est quand même pour eux. Bon, alors je ne suis pas très surpris. Non, alors je suis pas surpris. Il faut distinguer les deux choses. D'abord, on a voulu m'intimider, je pense, avec ce coup de téléphone. Et on savait aussi que, comme j'avais diffusé sur Internet le déroulé de ce qui s'était passé avec Jean-Marc Ayrault l'après-midi, on savait qu'il y allait y avoir des tentatives de récupération. Et je pense que c'était surtout ça que craignait le gouvernement, c'était que j'aille à jour de colère le lendemain en exposant ce qui s'était passé avec le Premier ministre la veille. Et c'était surtout ça qu'on craignait. C'était pas le seul fait que j'ai mis le numéro de Madame Wezand sur Internet. Ce qu'on craignait, c'était la fusion de Jour de colère, qui est quand même déjà un très gros mouvement, avec une action assez forte et une visibilité assez marquée. Fusionnée avec celle d'étendue dont on parle beaucoup en ce moment et je pense que les moyens de police étaient surtout pour éviter la fusion ou l'agglomération de ces deux groupes qu'on a sorti les moyens de police. Sinon, non, sur le seul numéro de Madame Wezand, ça a été des petits moyens techniques. On m'a coupé le téléphone, après on m'a coupé Internet. Bon, quand j'ai eu plus rien pour communiquer, après il ne s'est plus rien passé. Pendant 2-3 jours, mon téléphone n'a pas fonctionné. J'ai appelé l'opérateur qui me disait ne pas être au courant ou ne pas savoir. Et puis curieusement, Martine Baheux n'arrivait pas à me joindre, Didier Fillon-Ducret, donc qui sont respectivement le numéro 2 détendu et l'avocat de détendu, ne pouvaient pas me joindre. Quelques délégués avaient des problèmes de téléphone aussi au même moment. Bon. D'accord. Donc je précise, je suis sur le chat questions. Donc pour les questions. Alors oui, voilà. En plus cette question, on l'a dit depuis tout à l'heure. On me dit question qui fâche, oui, le retour au standard or. C'est pas une question qui fâche, vraiment. Est-ce que vous êtes pour le retour au standard or? D'ailleurs, est-ce que vous êtes pour qu'on conserve l'euro ou pour qu'on sorte de l'euro? Parce que ça commence par là. Ça fait partie des questions qu'on me pose très souvent. C'est un rapport, quand même. Oui, mais qui est très très lointain. Je ne veux pas dévier de ma première... la première raison pour laquelle j'ai créé l'étendue, la première raison, c'est je souhaite défendre les chefs d'entreprise et des salariés. Non, mais justement, l'euro tue les salariés puisqu'on délocalise à cause de l'euro. Mais là, alors je peux donner mon avis, naturellement, j'ai un avis et je vais le donner volontiers. Mais je ne crois pas qu'il soit directement lié à ce pourquoi je me suis mobilisé au départ. C'est-à-dire que l'euro, que ce soit l'euro, le dollar, le yen ou ce que vous voulez, ne change rien au fond. L'injustice des charges sociales patronales, c'est injuste. Et ça, qu'elle soit en euros ou en dollars, ça revient au même. Le fait qu'il y ait du chômage, c'est lié quand même. Donc la question du chômage, elle est liée. Les délocalisations, ça touche en tant que chef d'entreprise, par exemple. On parle souvent de la compétitivité, mais cette compétitivité, elle est intrinsèque à la valeur du taux de change de l'euro, quoi. C'est ça la compétitivité. Et là, donc l'euro intervient directement, quoi, dans ça, y compris pour les petites entreprises. Non, vous savez, je vais vous faire une réponse que me faisaient mes parents quand j'étais enfant. Et le meilleur moyen de solutionner des problèmes, c'est de les éviter, tout simplement. Probablement que l'euro, et quand je dis probablement, il n'y a pas d'hypocrisie de ma part, je le pense sincèrement, l'euro n'a pas fait du bien en Europe. Et particulièrement en France, qui le subit plus qu'autre chose. Mais ça n'enlève pas le fond du problème là sur les charges sociales. Encore une fois, que ce soit en euros, en dollars ou en francs, les charges sociales, elles sont injustes. Donc, commençons par ça. L'euro, il aurait fallu le faire avant. Je ne dis pas qu'il est trop tard, mais les charges sociales élevées ne sont pas la conséquence de l'euro trop fort. Ce sont deux problèmes, ou trop faibles d'ailleurs, ce sont deux problèmes bien distincts.
Demain matin, quand j'aurai réglé la question de l'euro, croyez-vous que les charges sociales auront baissé pour autant? Et même si, en réglant la question de l'euro, en revenant au standard or, comme vous me posiez la question à l'instant, d'ailleurs, pour répondre à votre auditeur, non, je ne suis pas spécialement pour. Mais en admettant que tout ça solutionne tout un tas de problèmes, serait-il encore légitime de payer autant de charges sociales? Peut-être que justement, je suis l'avocat du diable à chaque fois. Si on prend par exemple le fait qu'il y ait 60 milliards qui soient consacrés donc au règlement de la dette, déjà si on récupère ces 60 milliards, du coup tout le trou de la sécu, on n'en parle plus. Le trou de la sécu c'est quoi? C'est 8 milliards, quelque chose comme ça. 13 milliards. 13 milliards aujourd'hui. 13 milliards sur Alors, 60, il nous en reste 13 milliards, pardon, parce que 47. Je sens encore la volée de bois vert que je vais prendre en sortant de cette émission sur la bataille des chiffres. Vous avez dit oui, mais sur France 2, vous aviez dit que... Alors, encore une fois, sur les chiffres, malheureusement, je ne suis pas à la sécurité sociale. C'est pas moi qui compte le trou, parce que je serais tombé dedans sinon. Mais donc là, 13 milliards, c'est la dernière source qui me soit venue du ministère des Affaires sociales. Le déficit de la sécurité sociale, enfin le fameux trou de la branche maladie serait de 13 milliards. Donc ce chiffre est un chiffre qui vient des ministères. Pardon, je m'excuse d'avance s'il est faux. S'il est faux ou s'il n'est pas d'actualité. En tout cas, ce chiffre m'a été communiqué il y a quelques semaines par Irène Grenat, précisément, je la cite, qui travaille au ministère des Affaires sociales. Elle est chargée de mission financière auprès du cabinet de Marisol Touraine. Bon. 13 milliards, de toute façon, sur 13, si on en récupère 60 qu'on leur en donne plus, il en reste encore beaucoup. Ça va, on peut combler le contrôle de la sécu. Les charges sociales, je suis sûr que ça comble tout, parce que ça représente combien, en gros? Encore un chiffre, attention. Encore un chiffre, et après, si vous permettez, on remontrera un petit peu, parce que je vois des questions qui sont très très intéressantes sur la City et sur les grands patrons. Je voudrais pouvoir répondre à tout le monde. Je m'excuse à l'avance. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vais essayer d'être synthétique. Alors, très vite fait sur ce que représentent les charges sociales non payées par les adhérents des tondus. Déjà, je voudrais mettre au clair une chose, parce que tous les jours, j'ai un journaliste pour me faire le procès de ça, ou en tout cas pour me poser la question, et j'ai des hommes politiques qui font de la récupération là-dessus. Le nombre d'adhérents des tondus est calculé non pas en fonction des adhérents qui payent une cotisation, sans quoi nous serions millionnaires, mais il est calculé en fonction des adhérents qui ont rempli un formulaire en disant « j'adhère ». Pourquoi? Parce que c'est une association des tondus, c'est pas un commerce. J'attends pas que les gens achètent un service, j'attends qu'ils me soutiennent. Et moi, un adhérent, c'est pas quelqu'un qui aura versé 1 euro ou 3 euros. Un adhérent, c'est quelqu'un qui se sera engagé avec sa signature en bas d'un formulaire et qui suivra l'action du mouvement. Ça, c'est un véritable adhérent. Donc, en nombre d'adhérents certifiés qui nous ont rempli un formulaire sur Internet ou qui nous l'ont renvoyé par la poste, on est aux alentours de 140 000, 150 000 adhérents. Bon. L'association va avoir 1 an au mois de juillet. Là. En nombre d'adhérents cotisants, c'est naturellement nettement moins. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, les chefs d'entreprise, s'ils viennent vers nous, ils ne peuvent déjà pas payer leur part patronale. C'est pas pour dépenser leur argent dans des associations, même si la cotisation, elle est, je le rappelle, 24 euros, c'est très faible. Bon. Maintenant, sur le montant des charges sociales, là aussi, je dois faire une précision. Souvent, on m'a demandé combien d'entrepreneurs ne payent pas. Il faut distinguer deux choses, et deux choses bien distinctes. Vous avez le cas général des entrepreneurs qui ne payent pas leur cotisation sociale, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Alors, dans un premier temps, au début, en tout cas, ou avant l'affaire avec Matignon, j'ai travaillé en bonne intelligence avec l'ACOS. L'ACOS, c'est l'administration centrale des caisses et des organismes de sécurité sociale. C'est elle qui fait les statistiques et grosso modo qui fait les comptes sur la protection sociale en France. Bon. J'avais des chiffres, ces chiffres, le dernier chiffre qui m'a été communiqué, depuis je n'en ai pas eu d'autres, c'était qu'au dernier trimestre 2013, 515 000 entreprises étaient en défaillance de paiement. Oui. Donc 515 000 entreprises sur 3 500 000, c'est un septième quand même, c'est énorme. C'est énorme. Bon. Ces 500 000 entreprises, elles ne sont pas toutes adhérentes des tondus. Mais elles n'ont pas payé, non pas qu'elles ne voulaient pas. Elles ne peuvent pas, tout simplement. Je rappelle que les cotisations sociales, elles représentent entre 40 et 60% du salaire des salariés. Donc, ça, ne serait-ce que pour un seul salarié, quand il n'y a pas de réduction, la cotisation, elle va au minimum de l'ordre de 400 euros par salarié. C'est déjà un montant important pour une petite entreprise. Donc, elle n'a pas besoin d'attendre, la petite entreprise, que des associations comme les Tondus apparaissent à la télévision pour décider de ne pas payer. Parce que de toute façon, elles sont déjà dans le cas où elles ne peuvent pas payer. Et là, je parle que des petites cotisations. En vrai, la moyenne de cotisation par entreprise et par salarié en France est de 664 euros. Donc, en moyenne, chaque entreprise paye 664 euros par salarié et par mois à une caisse. Vous prenez des entreprises qui ont toutes entre, je l'ai dit tout à l'heure, 0 et 19 salariés. Ça fait des montants très importants.
il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas les payer. Alors je ne dis pas qu'elles ne payent plus, je dis simplement au dernier trimestre 2013, 515 000 entreprises n'ont pas payé leurs cotisations dans les temps parce qu'elles ne pouvaient pas. Non pas qu'elles étaient adhérentes d'étendue, simplement elles ne pouvaient pas. Maintenant, dans les nôtres, dans celles qui sont adhérentes d'étendue, souvent on m'a posé la question, donc je le redis en toute transparence à votre caméra, je n'ai pas de moyen de vérifier que les personnes qui adhèrent au tondu ont joué le jeu jusqu'au bout. Je n'ai pas les moyens de vérifier qu'elles ne payent plus la part patronale comme je leur suggère de le faire. Ouais. Tout ce que je constate, c'est que curieusement, dans les départements, dans les petits départements souvent d'ailleurs, dans les départements où on constate des baisses de revenus, ou en tout cas des baisses de rentrée d'argent sur la collecte, souvent on nous a désignés comme étant les premiers responsables. Donc il y a sûrement un lien de cause à effet entre les entreprises qui ne payent plus et les tondus. Mais sans les tondus, je rappelle à vos auditeurs que sans les tondus, il y a bon an mal an quand même 500 000 entreprises qui ne peuvent plus payer leurs charges à l'heure maintenant, chaque année. Et c'était le cas au dernier trimestre. Alors, il y a plein de questions. Alors effectivement, il y a une question sur la City parce qu'on nous dit qu'est-ce que vous pensez de c'est vrai cette mainmise parce qu'aujourd'hui c'est quand même l'industrie financière qui domine tout, qui est la plus importante. Voilà. Alors il nous dit est-ce que vous pensez que votre avis intéresse les banquiers de la City? Oui. Alors, est-ce que les Est-ce que mon avis intéresse les banquiers de la City? Très honnêtement, alors je ne sais pas qui pose la question, Œil du Faucon je crois. Non, je ne sais pas si mon avis intéresse les banquiers de la City. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que pour les tondus, j'ai fait le tour de l'Europe. Je suis allé en Allemagne, je suis allé en Autriche, en Angleterre, en Irlande, un petit peu partout, à l'invitation des journalistes. Donc, ce que les tondus font intéresse en tout cas le reste de l'Europe, parce que le coût du travail et la manière dont nous y prenons avec les tondus pour faire baisser ce coût, c'est quelque chose de relativement nouveau. Puis le fait que quelqu'un reprenne son droit à la contestation, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un droit finalement, c'est quelque chose qui intéresse à l'étranger et je suppose donc même à la City. Parce que oui, ce qu'on nous dit justement, est-ce que il faudrait peut-être pas politiser votre action? Alors, je finis de répondre sur la City vite fait. Sur la City, je ne sais pas si j'intéresse à la City, de même que je ne sais pas si j'intéresse, on est ici en banlieue parisienne, on nous regarde dans le monde entier, nous. On est tranquille en Belgique, au Canada, dans le Maghreb, ils sont partout. Mais je ne sais pas si j'intéresse à la défense, par exemple. Et en même temps, c'est pas la défense ou c'est pas la City que je vise. Tant mieux si ça les intéresse, ce que je raconte et ce que je fais, et ce que nous faisons avec les tondus. Mais ce que je vise, c'est d'abord les salariés français, c'est d'abord les syndicats français et c'est surtout les élus français. Après, européens si possible, mais avant tout, français. Et à la City, à la limite, qu'importe si ce que je raconte ne les intéresse pas, parce que ils ne sont pas dans mes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes types d'entreprises, nous ne défendons pas les mêmes intérêts. Il faut des entreprises comme celle de la City et comme celle de la Défense et comme celle du CAC 40. Et il en faut aussi comme celle du syndicat des 97% que j'ai créé avec Martine Bahut et Didier Fillon-Ducret. Donc, voilà, sur la City, je suis ni pour ni contre, je ne suis pas fâché contre les entreprises de la City ou du CAC 40, simplement j'aimerais que celle-là, elle ne m'empêche pas d'avoir ma propre action, ma propre politique. Alors on me dit justement, est-ce que vous connaissez la loi de 73 sur la création monétaire? Non, alors laquelle? Parce qu'on me parle souvent de plusieurs lois. La loi de 73, c'est la loi qui oblige en fait l'État à aller emprunter auprès des marchés et ne pas... justement, parce qu'on parlait de planche à billets tout à l'heure, et l'État se prive de son droit régalien de battre monnaie lui-même et de pouvoir ainsi payer sa propre dette. Oui, c'est on a évoqué tout à l'heure, c'est en deux mots le principe de la planche à billets, tout simplement. Oui, mais ça c'est un peu un mot novlangue, je trouve, la planche à billets, parce que quand on va dans le fond quand même de la création monétaire, on s'aperçoit que les banquiers qui prétendent avoir des capitaux n'ont pas de capitaux, puisqu'en fait ils créent l'argent ex nihilo sur votre promesse de rembourser le crédit. Exactement, ils l'empruntent eux-mêmes. Donc finalement, l'État pourrait très bien faire la chose à la place, c'est-à-dire plutôt qu'aller voir Monsieur Rothschild ou Monsieur JP Morgan ou Monsieur Barclays pour lui dire voilà, j'ai besoin d'un milliard, je crée mon milliard tout seul et je ne paierai pas des intérêts qui sont extravagants, puisque finalement c'est une spirale infernale, puisque les intérêts, je vais avoir toujours besoin d'argent, je vais toujours payer des intérêts, etc., etc. Et on en arrive aujourd'hui à l'état catastrophique des finances européennes. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que c'est une solution qu'il faut exploiter.
mais il faut y réfléchir très très profondément parce que ça pose deux problèmes. Ça pose d'abord le problème de la politique, tout simplement, hein. Et au-delà de ça, ça pose un problème qui est beaucoup plus difficile à gérer, qui est un problème philosophique. Veut-on créer de l'argent pour permettre à des gens d'être oisifs? Veut-on supprimer la valeur travail et la remplacer par la valeur bénévolat? Là, on vit en esclavage pour les banquiers, puisque finalement, on fait faire à d'autres ce qu'on pourrait faire nous-mêmes, en leur payant 60 milliards par an au lieu de le faire nous-mêmes. Parce que le banquier, encore une fois, je répète, il n'a pas d'argent. Exactement. Il nous prête de l'argent sur notre promesse de rembourser, ce qui est complètement différent. Je vois la question posée là sur la loi de 73, là, hein, pour Zach Mermarien, c'est ça, c'est la question qui fâche. Un petit mot sur la loi de 73. Donc Zach, c'est pas une question qui fâche, la loi de 73. Je crois pas, encore une fois, on l'a peu ou pas utilisée en Europe, parce qu'il n'y a pas que chez nous que ça existe ou qu'on l'évoque. Maintenant, c'est gravé dans le marbre européen, donc on n'a plus le choix. Oui, exactement. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas une question qui fâche. Simplement, c'est une question qui est à prendre avec des pincettes à partir du moment où, comme on a très peu d'expérience, on peut pas. Celui qui aurait un avis tranché comme ça, il est vraiment très très fort. Pour répondre à votre question, est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre? Je ne suis pas contre le fait qu'on sorte la planche à billets, vous l'avez dit, ça permet de court-circuiter les banques, d'ailleurs je l'envisage moi-même. Je voudrais rendre hommage d'ailleurs très très vite à un jeune homme qui s'appelle Jacques-Antoine Cruchaudet qui m'a proposé une idée formidable que j'aurai peut-être l'occasion de venir vous présenter ici. Donc court-circuiter les banques, oui, c'est pas une mauvaise chose, et surtout en utilisant cet arsenal juridique que propose la loi de 73. C'est une très bonne chose, vous l'avez dit, ça permet des économies, ça permet aussi un contre-pouvoir. Mais, encore une fois, il faudra se méfier de ce que ça peut générer derrière. Ça peut générer la facilité de l'argent. Donc là, il y a le débat philosophique qui va s'installer. Veut-on financer des gens dans l'oisiveté, par exemple, ou veut-on après c'est tout ce qu'on fait ne plus rien faire au seul principe que il y a la planche à billets de toute façon qui couvrira les pertes en cas de dégâts. Et il y a la question politique, si c'est pas philosophique, de quelle manière le fait-on et quelle place laisse-t-on aux banques parce qu'elles sont quand même là, on n'a pas le choix, il faut tenir compte on peut les nationaliser. On peut les nationaliser, effectivement, je ne serais pas contre. À partir du moment, surtout si on les aide, parce que là, précisément, il y a en 2008, on leur a quand même filé 800 milliards. Cadeau comme ça, enfin, on n'a rien demandé en contrepartie, absolument rien, aucune contrepartie, 800 milliards. C'est pour ça, même quand, dans votre combat des chefs d'entreprise, moi, je me dis, il y a une injustice quand même là-dessus, parce que vous, demain, si vous faites faillite, personne ne viendra. Non, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, j'ai fait faillite à Nevers et malheureusement personne n'est venu. L'État n'est pas venu faire un chèque pour dire non, on garantit. Non, mon associé a fait un chèque, je le remercie sincèrement. Voilà, mais il y a quand même une injustice. Donc, pourquoi les banquiers seraient absous? Ils auraient donc le droit au risque, et puis en plus, j'ai envie de dire le droit au risque sur le dos des peuples. Oui, exactement. Ils ne prennent pas de risque finalement. Ils ont montré en 2008 avec Nicolas Sarkozy qui les a bien aidés. Ouais. Là, ils n'ont pris aucun risque. Au contraire, même au moindre moment où ils ont été en danger. On l'a vu aussi d'ailleurs avec la Société Générale où j'ai trouvé ça formidable. Elle perd 5 milliards d'euros. C'est bon. Alors elle a fait un petit procès pour le principe, mais enfin elle est toujours debout. Ouais, voilà. Moi à Nevers j'ai perdu 5 000. J'ai perdu une boîte avec 5 000 euros. Bon. Donc non, les banques elles prennent aucun risque. Les nationaliser, ou en tout cas que l'État soit plus interventionniste dans ce secteur d'activité-là que dans d'autres ne me choquerait pas effectivement. Et pour conclure sur la loi de 513, donc encore une fois, j'en reviens toujours à ce que j'ai dit, alors on va me dire que c'est une échappatoire que je ne veux pas répondre, c'est faux, juste que moi mon premier combat c'est l'injustice des charges sociales et la création d'emplois et le respect du salarié et de l'employeur. Je veux remettre ça au goût du jour, je voudrais, d'ailleurs je l'avais proposé au MEDEF, ça a failli se faire, on n'a pas pu pour des raisons qui étaient purement techniques, la première fois on était d'accord, je voulais que les employeurs défilent avec les salariés au 1er mai, mais pas frontalement, mais vraiment parallèlement, parce que la fête du travail, c'est aussi le travail des employeurs, c'est celui des salariés évidemment, mais c'est aussi celui des employeurs. Et donc, mon premier combat, c'est avant tout remettre toutes ces valeurs-là, le travail, le salarié, l'employé, l'employeur, le coût du travail, la légitimité, avant de me poser des questions sur la politique monétaire et financière que mène notre pays au sein de l'Europe. Parce que là, on nous dit, par exemple, voilà, Attila, il me dit, mais notre invité est-il conscient que le capitalisme nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui, ultra-libéralisation, capitalisme financier, plutocratie? Parce que les gens pensent que le système économique capitaliste, il est aussi, c'est la machine qui nourrit en fait cet esclavage, comme il le décrit très bien, c'est vrai que l'ultralibéralisme, la financiarisation à outrance et mondialisée, telle qu'on la vit, et que finalement une grande partie de la population rejette, mais pas qu'en France, hein, ça c'est un peu partout, parce que les gens rejettent, et on a l'impression, en plus, on voudrait vous placer un peu les petits chefs d'entreprise dans ces victimes, parce que ça, alors justement, vous allez pouvoir le confirmer,
Il semble que les entreprises du CAC 40 paient très très peu d'impôts finalement. Alors ça c'est vrai, Et que les petites entreprises, entrepreneurs prennent 33% donc d'impôts sur les entreprises. Alors 33% c'est ce qu'on appelle l'IS, hein, c'est l'impôt sur les sociétés, c'est ce qui est payé sur la première tranche des bénéfices et ensuite cette imposition passe à 15% au-delà d'un certain montant. Bon. Mais effectivement, quand on compare ce qu'a payé une grande entreprise comme Total ou comme L'Oréal en imposition avec ce que paye une petite entreprise comme mon Équatorial Sonar, évidemment il y a une disproportion qui est énorme. Les petites entreprises elles payent beaucoup plus d'impôts que les grandes. Mais là où je suis étonné, moi je refuse pas de payer de l'impôt, au contraire, c'est nécessaire à la collectivité, bon pourquoi pas, on paye déjà de la TVA. Là où je suis étonné, c'est que souvent on m'approche avec ça, avec l'imposition, alors que je parle des charges sociales. C'est injuste que les grandes entreprises payent si peu quand on voit les efforts que les petites entreprises doivent produire pour payer 3 fois plus. Effectivement, c'est injuste. C'est un autre volet de l'injustice sociale et fiscale qu'ont à subir les entreprises. Et encore une fois, comme pour la loi de 73 et comme pour plein d'autres sujets que nous avons abordés ce soir, j'aimerais avoir un avis là-dessus, mais avoir un avis là-dessus, c'est me détourner de mon principal objectif, faire baisser les charges. Alors, vous avez peut-être trouvé que j'en veux un peu trop avec ça, mais dans mon raisonnement, qu'on m'arrête si je me trompe, jusqu'alors personne ne m'a apporté de preuves que je me trompais. Dans mon raisonnement, le jour où la part patronale, elle disparaît, d'ailleurs Manuel Valls l'a bien compris, hein, c'est pour ça qu'il l'a supprimée sur les bas salaires déjà. Ouais. Le jour où elle disparaît, donc je le prends dans mes entreprises, mais finalement tous ceux qui adhèrent au Tondu sont d'accord avec ça, puisqu'ils me le disent, et c'est pour ça qu'ils adhèrent, ils vont augmenter les salaires, augmenter la qualité de vie. Donc on va accroître les recettes de TVA aussi. Oui. On va rendre de l'autonomie aux salariés, parce que vous voyez par exemple cette fameuse mutuelle qui est devenue obligatoire, où l'employeur doit payer pour le salarié la mutuelle. Donc ça c'est encore un truc qui est complètement débile, c'est abject, ce système est complètement abject, je le dis clairement. Moi mes salariés, ils ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas de ça. Eux, ils veulent avoir le choix de leur mutuelle. Ils ne veulent pas être infantilisés par un employeur qui leur impose telle mutuelle parce qu'une loi leur impose telle mutuelle. Le jour où la part patronale elle disparaît et que le salarié il peut faire le choix de sa mutuelle ou qu'il peut faire le choix de sa protection sociale parce que son salaire a augmenté, parce que sa liberté a augmenté, il y a énormément, mais alors vraiment je le mesure chaque jour et je le vois parce que maintenant je rencontre énormément de salariés, je ne fais plus quasiment que ça. Il y a énormément de choses que la collectivité n'aura plus à prendre en charge. L'impôt, d'une manière générale, et mécaniquement baissera. Je rappelle, pour ceux qui auraient des doutes, que dans des petits pays comme la Suède ou le Danemark où j'étais l'an passé, rembourse des impôts. La couronne danoise a remboursé, je crois, 2 milliards de couronnes dans des petits pays où on connaît quasiment le plein emploi. Dans des pays comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre, où il y a quasiment peu ou pas de chômage. Oui, mais à quel prix quoi. Alors, on va y venir si vous voulez, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Mais dans ces pays-là, on a enfin compris que, et en France, on devrait le faire, parce qu'on l'a fait avec le tabac, on a compris dans ces pays-là que plus quelque chose coûte cher, moins on le consomme. En France, comme on voulait arrêter que les gens consomment le tabac, on en a augmenté le prix de manière hallucinante. Oui, mais ça va pas baisser la consommation vraiment. Quand même un petit peu, enfin probablement. Ça a développé le trafic en plus. Oui, alors c'est les effets collatéraux effectivement, et sur le travail en Angleterre et en Allemagne, il y a des effets collatéraux. Mais à mon sens, et je suis en train d'étudier ça actuellement, sur l'Allemagne, c'est un pays que je connais bien, parce que j'y ai vécu, j'ai vécu 4 ans en Allemagne, donc je connais vraiment très très bien ce pays-là. Il est moins compliqué de juguler les effets collatéraux d'une baisse des charges que de subir de manière frontale l'augmentation de ces charges, parce que l'augmentation du chômage est beaucoup plus compliquée à gérer que les petits effets que génère la baisse des charges sur l'ensemble des salaires. Donc, pour en terminer et quand même répondre à Zach sur le capitalisme, oui, j'ai plein, évidemment, je suis comme tous les Français, la politique m'intéresse, les questions sociétales, les questions financières, monétaires, tout ça, ça m'intéresse, mais je ne veux pas trouver d'autres responsables à la charge sociale que l'injustice. Parce que qu'importe que ce soit le capitalisme, qu'importe que ce soit le socialisme, je ne veux pas faire le procès du socialisme ou du capitalisme, je ne veux pas faire le procès de la droite ou de la gauche. Mon problème n'est pas un problème de politique, mon problème c'est un problème de bon sens dans un premier temps. Et
je vous donnerais bien volontiers, si vous m'invitez autour d'un café, mon sentiment sur le capitalisme. Je vous donnerais, j'ai vu passer tout un tas de choses. Là, je vois socialiste. On m'a demandé tout à l'heure, est-ce que j'avais été approché par le FN ou par l'UMP ou je ne sais quoi d'autre. Je veux bien répondre à toutes ces questions-là. Mais ça n'est pas ce que je dois mettre en priorité dans les réponses que je fais quand je viens parler détendu, parce que la première chose que je voudrais qu'on retienne, et c'est la preuve, hein, ces questions qu'on me pose là, c'est la preuve que je dois continuer de faire ce que je fais, il y a vraiment un manque d'information. La première chose que l'on doit retenir sur ce type de combat, c'est que les charges sociales, qu'importe la raison pour laquelle elles ont été aussi élevées maintenant, elles restent de toute façon et d'une manière générale injustes. Et ce n'est pas le capitalisme qui les a rendues injustes, ça n'est pas le socialisme non plus,